Bonjour à tous, merci de nous avoir invités à communiquer au défi autonomie. Je suis le docteur Laure Martinez, je suis gériatre sur le CHU de Saint-Étienne et je vais vous présenter notre étude sur une étude multicentrique descriptive des différentes hotlines gériatriques du territoire français. Alors, tout d'abord, le plan de présentation. Je vais vous expliquer à peu près comment s'est développée cette étude et grâce à quel promoteur et financement. Dans un second temps, je vais vous exposer le contexte, pourquoi nous nous sommes intéressés à ce sujet pour la population gériatrique, avec comme base les premières études qui avaient été réalisées sur le gérontopôle de Saint-Étienne. Ensuite, nous nous intéressons plus particulièrement à l'étude en elle-même, à ses objectifs. Pour un quatrième point, nous allons développer plutôt l'état d'avancement du projet, c'est-à-dire les premiers résultats que nous avons en notre possession. Et ensuite, nous conclurons. Alors tout d'abord, cette étude a pu être menée grâce à de nombreux acteurs, notamment le promoteur de cette étude qui n'est d'autre que le CETAF, l'investigateur coordinateur est le professeur Régis Gontier et au niveau des co-investigateurs, il y a le docteur Noémie Lacour qui est gériatre sur Firminy, moi-même, le professeur Thomas Sellarié qui est notre chef de gériatrie sur le CHU Saint-Étienne et bien sûr monsieur Bienvenu Bonguet qui est chef au CETAF. Cette étude ne pourrait pas avoir lieu sans l'ARC, donc c'est les attachés de recherche clinique, qui est d'autre que M. Goethas-Luc, et une autre statisticienne, Mme Dupré-Caroline. Cette étude a bénéficié d'un avis favorable au CPP Sud-Est, donc en avril 2018, et elle est financée par l'EN3S et la conférence des financeurs au niveau de la Loire. Alors, tout d'abord, le contexte. Les personnes âgées viennent quand même beaucoup aux urgences et ça fait partie des problématiques, notamment de surcharge aux urgences. Mais pour nous, en tant que gériatres, ce qui nous intéresse le plus, c'est que les personnes âgées, en allant aux urgences, souvent, il s'agit d'un passage délétère si on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire si on aurait pu éviter un passage par les urgences en mettant en place des stratégies pour pouvoir organiser une hospitalisation directe. Donc, les urgences, elles sont extrêmement sollicitées par les personnes âgées. Et dans ce contexte-là, l'ARS, en 2013, avait déjà proposé de développer ce qu'on appelle des hotlines gériatriques. Les hotlines gériatriques, elles ont été développées dans de nombreux territoires au niveau de la France. Nous, on s'est intéressé à la nôtre, donc celle du territoire stéphanois. Et ce qu'on avait pu voir précédemment sur d'autres études, c'est que probablement les hotlines gériatriques, leur but, c'était de limiter ces hospitalisations inappropriées, ce dont je vous ai parlé auparavant, parce qu'une hospitalisation inappropriée, on entend en gériatrie limiter les complications dues à un passage qui pourrait être trop long aux urgences avec une hospitalisation plus longue que ce qui aurait pu être fait du départ avec un passage direct en court séjour. Donc, limiterait les fameux syndromes gériatriques. Les syndromes gériatriques, c'est la confusion, les plaies cutanées, notamment les escarres qui peuvent être induits par un temps inapproprié sur un brancard, la confusion et plein d'autres. Donc, bénéficier d'un conseil d'un médecin gériatre en amont pour mieux orienter le patient dans la filière. Par cette hotline, on améliore aussi une interaction ville-hôpital puisque les médecins de ville appellent les médecins hospitaliers, nous, gériatres, pour améliorer et fluidifier cette filière. Donc, l'ensemble de la hotline a été créé pour plutôt améliorer le parcours de soins du sujet âgé. La hotline, comme je vous ai dit auparavant, on a réalisé de nombreuses études. Et du coup, on a eu l'étude du docteur Chaussinan sur le CHU Saint-Étienne qui s'est intéressé plutôt à la satisfaction des généralistes vis-à-vis de cet outil de la hotline sur le territoire stéphanois. Ensuite, avec ces travaux, on s'était dit, bon, la hotline, c'est un bon outil, mais réellement, qu'est-ce que la hotline apporte dans la filière et surtout dans le parcours de soins? Pour cela, on avait besoin d'une analyse qu'on dit plutôt quantitative, c'est-à-dire objectiver ce qu'apporte la hotline pour les patients âgés gériatriques lorsqu'on évite un passage aux urgences. Durant la crise sanitaire que tout le monde connaît actuellement, avec la crise donc, du Covid-19, on s'est rendu compte que la hotline avait encore
d'autres cartes à jouer parce qu'elle permettait aussi de limiter ce passage aux urgences et surtout d'améliorer la prise en charge des patients, notamment Covid-19, pour les orienter de manière plus adéquate dans la filière. Et organiser, j'en parlerai plus tard, une prise en charge aussi par rapport aux EHPAD pour limiter l'embolisation au niveau des lits d'hospitalisation. Sur un dernier point, l'étude a été menée, nous, pour une visée plutôt quantitative, mais malgré tout, on s'intéresse aussi à l'outil de la hotline avec les ARS pour voir si la hotline a un intérêt au niveau médico-économique. Alors, on va reparler de notre étude. L'étude de la hotline, le principe, c'était de décrire le parcours de soins et l'état de santé des sujets âgés de plus de 75 ans, puisque la gériatrie, en France, on estime qu'une personne est âgée au-delà de 75 ans. Ces personnes étaient hospitalisées en court séjour gériatrique sur orientation de la hotline gériatrique, c'est-à-dire lors d'un appel d'un médecin généraliste ou un médecin du moins en ambulatoire vers un médecin hospitalier gériatre. Dans les objectifs spécifiques, c'était plutôt de décrire et de comparer les différents fonctionnements des hotlines gériatriques, puisque c'est une étude multicentrique, donc on s'intéresse à la hotline sur le bassin français, et d'analyser les principales réponses apportées aux médecins sollicitant la hotline et en améliorer les connaissances. Parce que plus on va connaître pourquoi la médecine ambulatoire fait appel à la médecine hospitalière via la hotline, mieux on pourra améliorer les réponses apportées. Donc, le type d'étude, c'est une étude qui est dit multicentrique puisqu'il y a de nombreux centres. On est 7 sites, le CHU de Saint-Étienne, le CH de Firminy, Saint-Chamond, puis on a aussi Lyon-Sud, Bordeaux, Angers et Clermont-Ferrand. Donc, ça fait quand même des grands centres hospitaliers universitaires français qui ont participé à l'étude. C'est une étude observationnelle puisqu'on va observer ce qui se passe pour les patients qui rentrent dans cette filière via la hotline. La durée initiale, c'était 24 mois, donc soit 2 ans, mais pour cause de crise sanitaire, cette étude a été prolongée. Le but était d'atteindre environ 1750 patients dans les 2 bras de l'étude. Je vais vous expliquer après ce que c'est les 2 bras de l'étude. Et la population cible, bien sûr, c'est une population gériatrique, c'est-à-dire une population âgée de plus de 75 ans, qui vivait à domicile, mais pas que, aussi en institution, c'est-à-dire avec les résidences autonomie incluses. Et pour cela, il fallait que le médecin fasse appel à la hotline. Alors, voici le schéma général de l'étude. Il faut savoir qu'un médecin traitant fait appel à la hotline quand il est avec un patient, soit à domicile, soit au cabinet, face à une situation qui l'interroge, qui l'interpelle et une situation probablement où il a besoin soit d'une hospitalisation ou d'un conseil. Donc, si vous voulez, ce qui se passait, c'est qu'on fait appel à la hotline gériatrique. Donc, soit les patients viennent du domicile, d'un foyer logement ou d'une EHPAD. Donc, ces patients, on répondait à l'appel. Et après, donc, lors de ce premier questionnaire, on remplissait le questionnaire dit de la partie appel, c'est-à-dire qu'on s'intéressait qui prenait l'appel, qui est-ce qui appelait, un médecin généraliste, SOS médecin, une HAD ou autre. On s'intéressait à leur type de demande et aux réponses apportées. Voilà, ça, je vous le détaillerai dans les résultats. Et une deuxième partie de l'étude a été développée sur plutôt quand les patients arrivaient en court séjour via la hotline, donc les patients hospitalisés en court séjour, quel était le type de population qui entrait via la hotline en court séjour? Est-ce que c'était des patients, parce que la question était, est-ce que c'était des patients plus dépendants, moins autonomes? Est-ce que c'était des patients moins compliqués que ceux qui arrivaient aux urgences? Voilà, nos questions étaient un petit peu multiples et diverses. Donc, pour résumer, nous avons 2 questionnaires. Un questionnaire lors de l'appel qui est rempli par le médecin gériatre lorsqu'il prend l'appel de la hotline et un deuxième questionnaire qu'on remplissait en court séjour. Bien sûr, on demandait aux patients ou à la famille, lorsque Lucie ne pouvait pas donner son consentement s'ils étaient d'accord pour participer à l'étude, parce qu'on récupérait des données notamment sur le plan médical de description de population et on s'intéressait à leur avenir. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont sortis du court séjour, qu'est-ce qu'il advient d'eux? Est-ce qu'ils rentrent à domicile, donc on les maintient dans leur lieu de vie? Est-ce qu'ils retournent dans leur EHPAD, qui est totalement aussi leur lieu de vie? Ou est-ce que derrière, ils vont en soins de suite de réadaptation? Du moins, qu'est-ce qui se passe pour eux dans la filière et ceux qui rentraient en EHPAD ou en unité de soins de longue durée? Donc l'étude, là sur le flowchart, c'était marqué initialement 12 mois, mais l'étude a été prolongée à 24 mois et aujourd'hui, on est même maintenant sur 3 ans. Alors, au niveau de l'état d'avancement du projet, malheureusement,
À cause de la crise sanitaire, ou grâce, parce que ça nous a permis aussi de développer d'autres visions de la hotline que l'on n'avait pas jusqu'à cette crise, on a aménagé la hotline pour la crise du coronavirus, pour faire face à cette première vague et maintenant à cette deuxième vague. Donc, on a créé une ligne spécifique de hotline pour répondre aux demandes du coronavirus. Donc, c'est-à-dire que les patients qui sont suspects ou qui avaient un coronavirus détecté positif au niveau de la PCR, les médecins traitants ou les médecins des EHPAD pouvaient faire appel à nous afin d'avoir un conseil et même d'organiser des hospitalisations afin de limiter des passages aux urgences. Donc, on a créé cette hotline pour, dans l'ensemble, améliorer le lien direct hôpital avec la médecine de ville, mais aussi avec les structures médico-sociales parce qu'on travaille énormément avec les EHPAD. Afin de limiter une embolisation des hospitalisations, il y a eu un travail énorme fait sur l'ensemble de la Loire et surtout au CHU de Saint-Étienne avec les équipes mobiles pour qu'ils puissent intervenir dans les instituts, donc dans les EHPAD, afin de maintenir les patients âgés qui étaient positifs au coronavirus dans leur lieu de vie et limiter donc les hospitalisations quand cela était nécessaire. Si on avait besoin d'hospitaliser pour des raisons médicales, bien sûr, ces patients étaient hospitalisés. Alors, au niveau de l'avancement de l'étude, je vais vous communiquer aujourd'hui nos premiers résultats. Au niveau de ce premier questionnaire d'appel, on a recueilli 4646 données. L'âge moyen, c'est-à-dire 4646 appels. L'âge moyen, c'était 87 ans, plus ou moins une déviation de 13 ans, mais après, ça, c'est normal, c'est l'âge gériatrique au-delà de 75 ans, donc on a des appels, c'est un petit peu sur toute la fourchette d'âge gériatrique. Donc, au niveau des prochaines diapositives, je vais vous montrer tout d'abord quel était le type de personnes qui font appel à la hotline. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, nous sommes des médecins gériatres, donc les médecins qui répondent à hotline, soit c'est des praticiens hospitaliers qui ont été reçus au concours, soit c'est des médecins plus jeunes, des assistants ou des chefs de clinique. Mais peu importe, dans tous les cas, c'est des personnes hospitalières, donc des gériatres effectifs. Les personnes qui appellent la hotline, vous voyez à 76% sur 4400 quand même appels, c'est des médecins généralistes. Ce qui paraît normal puisque c'était quand même développé dans ce but-là afin d'améliorer l'articulation médecine de ville-hôpital. Donc les médecins généralistes font appel à nous lorsque la situation les interpelle vis-à-vis d'un patient âgé. On a 10% des patients des médecins d'un autre service. Ça, c'est un peu plus anecdotique, si vous voulez, parce que les médecins des autres services, souvent, ils ne font pas appel à hotline. C'est des patients qui sont hospitalisés. On a d'autres possibilités pour avoir un avis gériatrique. 13,8% de l'ensemble de ces appelants sont qualifiés d'autres. Alors, je vous explique ce que ça veut dire autres. Dans l'ensemble, c'est surtout les HAD, donc les hospitalisations à domicile, et SOS médecins, avec les médecins aussi coordonnateurs des EHPAD, qui n'étaient pas rentrés dans la classe médecin généraliste. Voilà. Sur cette diapositive, je vous montre plutôt quel était le type de demande lors des appels. Voilà pourquoi les médecins traitants ou les médecins qui font appel à la hotline nous appellent. Là, dans 30% des cas, enfin 32% des cas, c'est pour demander une hospitalisation dite différée, c'est-à-dire une hospitalisation qui n'est pas qualifiée d'urgente, ce n'est pas un motif urgent, mais la situation les interpelle pour une population âgée et il serait intéressant et bénéfique pour le patient de bénéficier d'une hospitalisation en court séjour afin de réaliser un bilan. Donc ça, c'est 32% du type d'appel. Ensuite, 32%, on voit quand même qu'un tiers des appels, malgré tout, on demande une hospitalisation en urgence en gériatrie. Donc, c'est un motif urgent où il faut hospitaliser la personne le plus rapidement possible. Dans 26% des cas, le type de demande, ce sont des conseils médicaux, thérapeutiques, médico-sociaux. 2% des cas, des demandes de consultation. C'est peu, mais c'est parce que également nous avons d'autres possibilités. Les médecins traitants savent ils envoient des demandes par les adresses mail ou par d'autres biais pour nous contacter. Seulement 1,3% des appels sont, si vous voulez, représentés par une hospitalisation en urgence dans un service d'urgence. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes quand même pas une ligne téléphonique d'urgence. Nous ne sommes pas le SAMU.
Voilà. On donne surtout des conseils pour des hospitalisations en urgence en gériatrie, mais lorsque celle-ci ne relève pas d'un plateau technique et d'une prise en charge très aiguë, et dans ces cas-là spécifiques et qui doit aller aux urgences. Sur cette diapositive, je vous montre la réponse que l'on apporte lorsqu'on dit que l'hospitalisation est différée. C'est quand même 32% de nos appels. L'hospitalisation, elle est différée, c'est-à-dire qu'elle est différée de quelques jours. Et là, je vous montre que quand on prend cet appel, si vous voulez, on demande au médecin traitant d'apprécier son degré d'urgence, c'est-à-dire est-ce qu'il considère que la demande, elle est extrêmement urgente, donc c'est sur une échelle de 0 à 10, si elle est extrêmement urgente, c'est 10 sur 10. Donc si c'est extrêmement urgent, c'est soit on a une place tout de suite et qu'on n'a pas besoin d'un plateau technique, ou ça va directement aux urgences. Là, ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que dans 50% des cas, on est d'accord avec le médecin généraliste, c'est-à-dire que nous, on trouve que la situation qu'il décrit, elle l'est perçue comme moyennement urgente, c'est-à-dire sur une échelle, on est à 5 sur 10, donc on est à la moitié. 0, ce n'est pas du tout urgent, 5, c'est à la moitié, et 10 sur 10, c'est extrêmement urgent, et dans ces cas-là, c'est que ça relève des urgences. Donc, vous voyez qu'on a quand même une adéquation. On est d'accord avec les médecins traitants, parce que nous, également, on donne notre avis. On mettait sur une échelle de 0 à 10 par rapport à la situation qui était décrite, on mettait notre degré d'urgence perçu. Donc, vous voyez que sur cette diapositive, on est d'accord avec le médecin traitant. La majorité des appels de la hotline sont considérés comme une demande moyennement urgente. Au niveau des réponses apportées, on a 35% de nos hospitalisations qui sont qualifiées donc de différées. Différées, c'est qu'on hospitalisera la personne soit le lendemain, soit le surlendemain, voilà, en fonction des possibilités. 27%, ce sont des conseils simples. Des conseils simples, c'est-à-dire soit des conseils médicaux, médico-sociaux, notamment sur est-ce qu'il faut entamer des démarches sociales auprès d'une assistante sociale de la mairie, est-ce qu'il faut demander des admissions en maison de retraite parce que la situation apparaît quand même compliquée à la maison avec un maintien à domicile qui devient de plus en plus difficile. Voilà, c'est un petit peu ce type de situation. Il y en a aussi des conseils totalement thérapeutiques vis-à-vis d'une adaptation d'un traitement. 20% de l'ensemble des réponses apportées justifie tout de même une hospitalisation en urgence en court séjour, c'est-à-dire qu'on hospitalise en urgence le patient dans la journée dans un court séjour gériatrique. Seulement 8% des appels sont hospitalisés directement aux urgences, si vous voulez, sans passer par les courts séjours gériatriques. Vous verrez pourquoi derrière. C'est soit parce que malheureusement, on n'avait pas de lit disponible à ce moment-là, ou soit parce qu'on estime que la situation justifie de passer sur un plateau technique, donc par les urgences. Parfois, on évalue la situation un petit peu différemment. Si on pense que ça peut être temporisé, que ça ne nécessite pas une hospitalisation, on fait appel à ce qu'on appelle aux équipes mobiles extra-hospitalières. Ces équipes mobiles, elles sont multiples. Soit une équipe mobile vis-à-vis des troubles cognitifs qui peut se déplacer autant à domicile que dans les maisons de retraite. On a plusieurs équipes mobiles qui ont été créées sur l'ensemble du territoire. Il y a également la réponse des consultations, des hôpitaux de jour. Parfois, vous verrez, on a 0,5% des réponses dites hébergement temporaire. C'est quand on estime que la situation n'est pas médicalement importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité d'être hospitalisé. Et dans ces cas-là, l'hôpital n'est pas là pour prendre en charge les patients qui n'ont pas de raison médicale. Hein. Donc, on demande aux patients et aux médecins traitants de faire appel à un hébergement temporaire. La question, elle est quand même subsidiaire, c'est que malheureusement, actuellement, les hébergements temporaires, ça reste très cher et ce n'est pas possible pour tout le monde. Et ça a été développé un petit peu en France. Alors, nous, moins dans la Loire, on commence, hein, mais c'est surtout l'équipe de Bordeaux qui développe énormément ce type de réponse, c'est la téléconsultation. La crise sanitaire nous a amené un petit peu changer nos pratiques et on développe de plus en plus la téléconsultation. Alors, actuellement, sur notre étude, c'est vrai que c'est minime, et parce que c'était peu développé, mais je pense que si aujourd'hui, on refaisait une étude d'ici 2-3 ans, à mon avis, la place des téléconsultations, elle va exploser. Au niveau donc des réponses apportées vis-à-vis des conseils, vous voyez que les conseils simples, à 50%, c'est des conseils médicaux. 28% des conseils simplement thérapeutiques et 21% des conseils plutôt dits médico-sociaux. La partie très intéressante, là, c'est les hospitalisations en urgence.
Quand les patients vont aux urgences, on voit que de manière majoritaire sur cette diapositive, c'est qu'on n'a pas le choix, si vous voulez. C'est qu'on estime que la situation, elle justifie un passage aux urgences. Ce n'est que dans 34% des cas de l'ensemble des hospitalisations en urgence, donc c'est peu sur le type d'appel, qu'on a été obligé d'envoyer le patient en urgence parce qu'on n'avait pas de lit en court séjour. Mais dans l'ensemble, vous voyez qu'au maximum, on arrive à hospitaliser les demandes urgentes en court séjour. Les hospitalisations en urgence en court séjour, elles peuvent être faites sur des lits dédiés ou non. Je vais expliquer là-dessus. Nous, à Saint-Étienne, on a pris le parti de dédier chaque jour des lits pour la hotline. C'est-à-dire que le médecin qui prend l'appel sait qu'il y a tant de lits disponibles dans les courts séjours. Donc, quand on a un appel qu'on estime urgent, on appelle nos collègues pour hospitaliser le patient là où le lit est disponible. Ce n'est pas le cas dans l'ensemble des autres sites où on a fait l'étude, où on a conduit donc cette étude de la hotline. C'est pour ça que vous voyez que dans l'ensemble, majoritairement, ce n'est pas des lits dédiés. Mais je vous explique pourquoi. C'est parce que malheureusement, il n'y a que nous qui faisons ça sur l'ensemble des hotlines. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de l'étude, c'est-à-dire les caractéristiques des patients qui sont hospitalisés en court séjour gériatrique via la hotline. Donc, il s'agit quand même de 1476 patients que nous avons quand même inclus dans cette étude. L'âge moyen est donc de 86 ans, plus ou moins 5 ans, donc c'est une population gériatrique. Et majoritairement, ce sont des femmes à 66%, mais ce que l'on retrouve dans l'ensemble des articles de la littérature. Vis-à-vis donc des durées d'hospitalisation, c'est un critère qui est important parce que la question que nous nous sommes posée, c'est il est très probablement licite d'hospitaliser les patients en court séjour gériatrique directement pour limiter donc toutes les complications, l'embolisation des urgences, mais également on peut s'interroger en se disant est-ce que hospitaliser les patients en court séjour gériatrique directement en évitant un passage aux urgences, est-ce que ça limite les durées de séjour à l'hôpital? On voit sur cette diapositive que là, c'est sur l'ensemble des, si vous voulez, des sites de notre étude, que la durée moyenne de séjour est de 14 jours. Donc, à peu près la moyenne que l'on a sur les courts séjours en France. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a une hospitalisation directe par la hotline, la durée de séjour, elle n'est pas plus longue, mais on a quand même moins de complications parce qu'on a moins de syndromes gériatriques qui sont dus au passage aux urgences et il y a des prises en charge qui sont plus ou moins appropriées au sujet âgé. Donc, c'est quand même important de voir qu'on a une prise en charge qui reste quand même correcte avec une durée d'hospitalisation normale. Donc, nous sommes très optimales en faisant un passage en court séjour direct pour ces patients âgés. Vis-à-vis de ces motifs d'hospitalisation, on voit que de manière majoritaire, le motif d'hospitalisation principal des 1400 questionnaires remplis, ce sont ce qu'on appelle les altérations de l'état général. L'altération de l'état général, c'est un peu un motif que je qualifierais de fourre-tout, puisque dans ces altérations de l'état général, c'est des patients qui sont donc fatigués, qui peuvent perdre du poids. Donc, derrière, il peut se cacher beaucoup de choses. Il peut se cacher malheureusement des découvertes de cancer, des pertes de poids secondaires à des syndromes dépressifs importants, une aggravation des troubles cognitifs. Donc, c'est quand même un motif qui est très large, si vous voulez. C'est ce que l'on voit assez communément dans nos courts séjours gériatriques. Après, les autres motifs qui sont détaillés sur la diapositive, je ne vais pas revenir sur tous, mais dans l'ensemble, on voit que les motifs qui ne sont pas qualifiés de motifs d'urgence, vous voyez, on évite qu'ils passent par les urgences pour les prendre en charge de manière plus optimale directement en court séjour gériatrique. Parce que également, pour ces motifs-là, on peut se permettre de temporiser à la maison en attendant d'avoir une place en court séjour gériatrique. Vous voyez que sur la fin de la diapositive, on a 2% de ces motifs qui sont la décompensation respiratoire, les accidents vasculaires cérébraux. C'est totalement normal, puisque c'est ce que je vous explique depuis le début, c'est que nous, notre vocation, la hotline, ce n'est pas une ligne du SAMU, donc c'est une vocation de prendre en charge les patients par les courts séjours directement lorsque la situation n'est pas qualifiée d'urgente. Une décompensation respiratoire ou un accident vasculaire cérébral, souvent, enfin surtout l'accident vasculaire cérébral, ça nécessite d'aller sur un plateau technique parce que derrière, il peut y avoir des gestes importants et des gestes qui sont réalisés en urgence. Donc, il faut un plateau technique dédié avec des prises en charge spécifiques dédiées. Donc, ces patients-là, il faut absolument qu'ils passent par les urgences. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas, voilà, qu'ils ne viennent pas directement en court séjour. Sur cette diapositive, je vous montre le devenir des patients après l'hospitalisation en court séjour.
Donc, lorsque nous avons fait l'ensemble du bilan, souvent au bout de 14 jours, qu'est-ce qu'il advient de ces patients? Eh bien, majoritairement, l'ensemble de ces patients, et ça c'est une très bonne nouvelle, ils rentrent à domicile. Vous voyez, on a quand même un retour à domicile pour 28%, un SSR, puis retour à domicile. SSR, c'est soins de suite et adaptation. Donc, c'est un service où on fait de la rééducation, mais ils retournent aussi à domicile derrière. Le retour en EHPAD, alors voilà, on changera un petit peu la diapositive pour une prochaine fois, mais le retour en EHPAD, c'est le retour dit dans le lieu de vie. Donc, ça veut dire qu'ils retournent dans leur domicile également. Donc, si on fait la somme de tout ça, plus de 60% des patients retournent dans leur lieu de vie. Donc, ça, c'est quand même très positif. Ensuite, on voit que dans l'ensemble, l'autre sortie, si vous voulez, c'est les entrées en institution qui sont représentées donc par soit une rééducation et une entrée en EHPAD, soit une entrée en EHPAD direct ou en unité de soins de longue durée. Vous voyez également que dans 10% des cas, il a été spécifié qu'on retournait à domicile avec un plan d'aide spécifique. C'est quand on met en place des aides spécifiques au niveau médico-social. Je ne vais pas développer ça ici. En conclusion, les premiers résultats de cette hotline sont très encourageants et montrent que la hotline, elle permet de temporiser le recours aux urgences. Parce que seulement 10% de l'ensemble des appels, chez nous, on parle quand même de 4450 appels, ce n'est pas rien, je tiens à préciser, seulement 10% de ces réponses sont orientées vers un service d'accueil des urgences. Donc, on limite au maximum les hospitalisations qui sont qualifiées si vous voulez, un petit peu abusives aux urgences. Ensuite, ça permet en voie de réduire ce recours au service des urgences parce qu'on apporte d'autres réponses, c'est-à-dire qu'on propose aux médecins généralistes que leurs patients soient hospitalisés soit de manière différée. On apporte également des conseils qui peuvent être donc médicaux, sociaux, thérapeutiques, et on fait aussi des hospitalisations en court séjour, en urgence, lorsque cela est qualifié d'urgent. Et dans ces cas-là, on essaye au maximum d'hospitaliser nos patients âgés directement sur des lits de gériatrie en limitant le recours au service d'accueil des urgences. Donc, pour conclure, la hotline, elle a été créée pour améliorer l'articulation médecine-ville-hôpital et surtout améliorer le parcours de soins du sujet âgé. Et je pense que les premiers résultats que l'on a avec notre étude permettent quand même de dire qu'a priori, la hotline répond à cette demande et qu'on améliore le parcours de soins du sujet âgé et qu'on probablement aussi, si vous voulez, on améliore la filière du patient âgé. Parce que quand on nous appelle, c'est normal, hein, tout le monde ne connaît pas l'ensemble de la filière gériatrique et on propose aussi d'autres choses, notamment des hôpitaux de jour, des consultations. Et par la hotline, on permet aux patients de pouvoir bénéficier d'une expertise gériatrique de différentes manières, soit par une hospitalisation, par une consultation, des hôpitaux de jour ou même la téléconsultation. Donc, je pense que c'est très positif parce qu'on améliore vraiment la santé de nos aînés et on évite au maximum ces passages aux urgences qui sont inappropriés et responsables malheureusement de nombreux syndromes gériatriques qui sont extrêmement délétères. La hotline, elle a montré également sa capacité à s'adapter avec cette crise sanitaire du coronavirus. On a fait quelques articles sur le CHU de Saint-Étienne et notamment le professeur Célarier à ce sujet. C'est pareil, hein, on a montré qu'on améliorait donc l'articulation médecine-ville-hôpital, mais au-delà de ça, l'articulation aussi avec les EHPAD. Et je pense que c'est important d'en parler également au défi autonomie, puisqu'une partie de nos aînés, malheureusement, doivent aller en EHPAD au bout d'un moment parce qu'on ne peut plus les maintenir au domicile. Et c'est comme ça, et je pense que c'est important de trouver aussi des lieux de vie pour nos aînés qui soient adaptés à leur pathologie, à leurs problématiques, parce que malgré tout, parfois, on n'arrive plus à les maintenir à domicile en sécurité. Donc, on a essayé de montrer avec cette hotline que l'on pouvait aussi travailler avec les EHPAD pour essayer de faire que la filière gériatrique, elle soit inscrite dans ce continuum avec les EHPAD. Les EHPAD, elles ne sont pas en dehors non plus totalement de l'hôpital ou l'hôpital, comme on dit, la médecine gériatrique hospitalière. Non, les EHPAD, c'est un petit peu la continuité. Voilà, c'est ce qui se passe en ville, mais c'est une continuité aussi pour nos patients âgés. Vis-à-vis d'une partie plutôt qualitative, je vous expliquais sur les premières diapositives que le docteur Chaussinan, donc qui est gériatre au CHU de Saint-Étienne, s'était intéressé
plutôt la satisfaction des médecins traitants qui utilisaient la hotline. Parce que là, on dit que la hotline, c'est bien, ça améliore le parcours du sujet âgé, mais il faut aussi s'intéresser, est-ce que c'est un outil pertinent pour les médecins traitants? Cette étude avait montré que 70% des utilisateurs de la hotline étaient satisfaits du dispositif et que leur satisfaction était significativement liée au sentiment d'amélioration de la pratique quotidienne des médecins. Donc, c'est quand même très bénéfique dans la prise en charge des patients et que ça permet aussi de faire évoluer parce qu'on parle de médecin à médecin et du coup, on fait des partages de pratiques et ça permet un type de formation médicale continue entre deux pratiques médicales qui sont soit de l'ambulatoire, soit de l'hospitalier. Voilà toutes nos publications qu'on a quand même réalisées sur le CHU sur la dernière année, notamment donc, le projet que je viens de vous présenter. Donc, nous l'avons publié dans une étude internationale. Nous ferons d'autres publications quand on aura les résultats définitifs. Après, si vous voulez, ce sujet est un sujet quand même qui nous tient à cœur avec le CETAF. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille dessus. Il a été présenté à de nombreux congrès et je tiens quand même à remercier donc le CETAF et notamment monsieur Luc Goethals qui participe et qui est l'arc de notre étude et qui participe très bien et qui nous aide. Voilà, je tiens quand même à le préciser et c'est marqué ici sur cette diapositive. Et bien sûr, le professeur Célarier, sans qui, je pense, ça ne serait pas possible avec le monsieur Bienvenu Bong. Voilà. Merci.